comme vous le voyez, c'est le deuxième cours consacré à cette notion un peu vague, mais je voudrais cerner non pas le milieu de l'auteur, ça s'est fait trop de fois, mais l'ambiance intellectuelle et religieuse à travers les rapports que l'on peut établir avec d'autres personnalités de l'époque. Donc nous avons vu la semaine dernière que le Genji Monogatari pouvait être abordé par ses lecteurs comme par son auteur de plusieurs façons, soit comme une sorte de décalage, de transposition dans la culture japonaise des modèles historiques chinois, et donc être considéré comme un miroir des princes, voire une dénonciation des mœurs, tout en étant aussi un répertoire des usages de la cour. C'est une lignée bien établie, nous l'avons vu, qui part de l'empereur Ichijo lui-même. Ou bien comme un simple roman de distraction pour jeunes filles, presque l'équivalent d'un roman de gare de ce qui est encore notre époque. Et puis il y a la troisième dimension, qu'il n'est pas surprenant de trouver dans un texte de cette époque toute pénétrée de bouddhisme, la dimension religieuse donc. Je pense avoir démontré, ou du moins avoir fortement étayé le lien qui est établi de façon certes voilée, mais qui se fonde malgré tout sur d'explicites et évidentes concordances, j'attire votre attention là-dessus, entre le message du lotus et un épisode du Genji. Un lien qui viendrait, si mon rapprochement est justifié, mettre en parallèle les deux textes de leur structure même, c'est le 5e livre du Lotus et le 5e livre du Genji, le chapitre Murasaki, Waka Murasaki. Une chose est certaine, je vous rappelle que c'est le chapitre qui donne en même temps le nom à l'auteur. Une chose est certaine, en tout cas, l'évocation de l'idée de la réalisation de l'éveil, de la possibilité d'atteindre la réalisation de l'état de Bouddha, d'atteindre l'état de Bouddha dans un corps de femme, est bel et bien présente ici. Et nous allons y revenir tout au long de ce cours. Mais ce qui est bien présent aussi dans le journal de la fille de Sugawara no Takasue, vous savez qu'on ne connaît pas le nom de l'auteur du Sarashina Nikki, autrement que par le nom de son père, un peu comme en islandais en quelque sorte. Takasue Dottir, on dirait en islandais. C'est le caractère pécamineux donc pécheur, n'est-ce pas, parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui ne connaissent pas cet adjectif important, de sa passion littéraire, ce vice impuni la lecture, comme dirait quelqu'un. La fillette, au moins dans le souvenir de la femme âgée qui se décrit toute jeune fille, ne se sent pas tranquille à l'idée d'être ce que la langue japonaise moderne, c'est encore une expression qui a un peu disparu, mais qui a été revitalisée par une série de bandes dessinées des années 2006-2011, n'est-ce pas, ce qu'on aurait appelé en japonais donc une fillette littéraire, bungaku shoujo. Et d'ailleurs, c'est une expression qui rappellerait presque le Nihongi no Mitsubone, dont la dame de compagnie aux Chroniques du Japon, n'est-ce pas, dont le titre un peu persifleur dont l'avait affublé l'horrible Saemon dans le Murasaki Shikibunikki. Cette inquiétude apparaît à mesure que l'auteur avance en âge, cette inquiétude religieuse et le fait qu'il est coupable de s'adonner à de telles lectures. Nous reviendrons encore une toute dernière fois au cours prochain là-dessus. Voyons-en rapidement deux extraits. Le premier est toujours aussi charmant, le premier est toujours aussi charmant dans sa naïveté. Donc je vous invite, voilà, n'est-ce pas, Kayo ni koso, hakanaki koto omoi tsuzukuru o yakunite. Donc c'est ainsi que, tant bien que mal, je me préoccupais de poursuivre mes songes creux, hakanaki koto, et lors des rares visites au temple que je faisais, il y a monomodé, c'est un terme un peu, à la deuxième ligne, monomodé veut dire les visites au temple, les visites rituelles, n'est-ce pas, on voit plusieurs fois apparaître cela dans les Nikki comme dans d'autres parties de la littérature, avec un autre mot qui est utilisé quelque part, avec okonai, n'est-ce pas, les pratiques religieuses, les pratiques au sens le plus superficiel, et monomodé sont les deux axes importants de la pratique religieuse des laïcs de la cour, en tout cas de l'époque. Donc, je me préoccupais de poursuivre mes songes creux, et lors des rares visites au temple que je faisais, je ne fixais pas mes pensées
sur l'idée de devenir comme les autres, sur l'idée de devenir comme les autres, les gens autour d'elle. Hakabakashiku nen zezu, c'est l'expression que je traduis par fixer mes pensées. Certes, les gens, les femmes donc de notre époque, dès l'âge de 17 ou 18 ans, le commencement de la vieillesse au Japon, et c'est quelque chose qui persiste. Je ne sais pas si quelqu'un a lu ce livre bien oublié qui s'appelle L'honorable partie de campagne de Thomas Roca. Il y a quelque part c'est un livre narré à la première personne étant une jeune japonaise qui à un moment dit à 18 ans on éprouve le besoin de se rajeunir. Et vous voyez, c'est déjà dans le Sarashina Nikki, il y a cette idée que 17 et 18 ans, c'était vraiment l'entrée dans l'âge adulte. Donc, certes, les femmes de notre époque, dès l'âge de 18 ou 18 ans, s'appliquent à la lecture des écritures bouddhiques et aux bonnes œuvres. Vous voyez, Okonai, qui est ici, là. Okonai Mosure. Or, je ne pouvais y songer. Sarukoto omoi kakerareze. Nous voyons qu'elle n'est pas encore revenue de ses fantasmes et qu'encore une fois, comme elle l'avait rapporté plus haut, elle ne se rend pas au temple pour y faire comme tout le monde. Qu'attend-elle de ses prières? Et là encore, le texte est savoureux. Karojite omoyoru kotowa, n'est-ce pas? Tout ce qui me venait à l'esprit, karojite, à grand-peine, c'était de souhaiter obstinément que m'apparaisse un jour à la Mashigotonisme, un jour quelqu'un qui soit par sa prestance, Adiyo, ou Adisama ici sans doute Adiyo, aussi noble que le radieux Genji, n'est-ce pas? Voilà. Katachi Arisama, oui, ici c'est Katachi Arisama, n'est-ce pas? Et aussi, et vous avez plus loin Adiyo, aussi noble que le radieux Genji du roman. Que je puisse alors là, l'idéal de cette jeune fille, que je puisse le rencontrer ne fût-ce qu'une fois l'an. C'est la quatrième ligne, n'est-ce pas? Toshini, shitotabi ni temo, n'est-ce pas? Oui. Ne fût-ce qu'une fois l'an, et que caché comme la dame d'Ukifune, bon, nous reviendrons là-dessus, enfin, c'est l'une des dernières héroïnes du roman, qui est disputée entre les deux frères, les deux fils du Genji, donc, et que caché comme la dame d'Ukifune au fond d'un village de montagne, Yamazato, je puisse distraire mon émotion à la vue des fleurs, des érables, de la lune et de la neige, par la lecture de ces lettres du jeune homme en question, si attendues, qui me parviendraient de loin en loin. Vous voyez que ce n'est pas une passion torride qu'elle imagine se voir une fois l'an. Et ce qui est très drôle, c'est que si vous avez lu le Tsurezuregusa de Kamo no Chome, Urabe Kenko, donc on cite souvent le Hojoki et le Tsurezuregusa dans la même donc qui date de presque 4 siècles plus tard, n'est-ce pas? Vous avez un passage célèbre où Kenko s'élève contre l'idée du mariage, et l'idéal, c'est d'aimer quelqu'un que l'on rencontre une fois par an. Vous voyez qu'en 4 siècles, ça n'a pas changé au Japon. Alors c'est un texte vraiment délicieux, et le passage est daté de 1026, et elle a alors 19 ans. Mais vient peu à peu la désillusion et la résignation à vivre la vie de tout le monde. Voici ce qu'elle écrit pour l'année 1042 à 35 ans. Sonogo wa naitonaku, n'est-ce pas? Magira wa shikini. Alors voilà. Je fus dès lors, Magira wa shikini, je fus dès lors bien occupé. Et je finis par oublier complètement les romans. Nantonaku par des choses et d'autres, n'est-ce pas? Je fus dès lors bien occupé et je finis par oublier complètement les romans. L'esprit désormais consacré aux choses sérieuses, Mameyaka naru samani. Je crois que c'était l'adjectif qui avait été aussi utilisé, vous vous souvenez, par la tante qui voulait lui offrir autre chose, un cadeau, autre chose que ce qui puisse lui être utile. Donc l'esprit désormais consacré aux choses sérieuses. Comment avais-je pu passer tant d'années, de jours et de nuits, à ces vanités, itazurani, sans faire d'actes de piété ni de visite au lieu saint? Encore une fois, Okonai et Monomode. Tout ce dont je souhaitais l'existence, tout ce à quoi j'aspirais, à la Mashigoto, n'est-ce pas? C'est encore une fois le Genji, n'est-ce pas? Tout ce dont je souhaitais l'existence, tout ce à quoi j'aspirais,
Tout cela pouvait-il se trouver en ce monde? Y aurait-il au monde un homme tel que le radio Genji? C'est un monde où le général Kaoru, l'un des fils du Genji, ne saurait cacher son aimé à Uji, c'est-à-dire Ukifune. Quelle folie, quelle inconsistance de cœur. Elle reprend plus tard l'adjectif Yoshinaki Monogatari, les romans inconsistants, ce qui est sans rime ni raison, pourrait-on dire. Et nous voyons peu à peu la femme vieillissante se départir de sa passion d'adolescente et de jeune femme. Cela nous permet aussi de comprendre que le journal de Sarashina n'est pas seulement un recueil de souvenirs plaisants. Son auteur veut aussi rendre compte d'un itinéraire spirituel. C'est important, n'oubliez pas qu'elle est quasiment contemporaine de Murasaki Shikibu, juste après. Elle veut transmettre à ceux qui viendront après elle le témoignage de son départ du monde, de ce qui était son attachement le plus fort et combien délicieux, cet attachement romantique à une illusion plus qu'un rêve, car les songes prémonitoires jouaient un grand rôle dans ce journal, comme nous allons le voir à l'instant. C'est ainsi que l'avant-dernière page de son texte nous décrit une vision surnaturelle qui lui laisse, et à ses lecteurs aussi, entrevoir la suite. L'avenir au sens le plus fort du bouddhisme, c'est-à-dire ce qui se passera une fois franchi le terme de sa vie. Cette vision sera pour elle on ne peut plus rassurante. Elle a 51 ans à l'époque. Je vous la donne ici. Sasugani inochi wa uki ni mo taezu nagara umeredo. Alors vous voyez tous ces termes qui apparaissent constamment. Uki, ushi, n'est-ce pas? C'est-à-dire le caractère sinistre, sombre de la vie. Et n'oubliez pas, je ne reviens pas. Ukiyo-e vient de là, n'est-ce pas? Ce n'est pas le monde flottant, c'est le monde sinistre en réalité qui est derrière. Et c'est un terme que l'on voit constamment dans la poésie, dans la prose de l'époque de Heian. Sasugani, comme on s'y attendait bien, n'est-ce pas? Donc, c'est ainsi que, comme de juste, je les ai traduits ainsi, Sasugani, malheureusement, Ukinimo, oui, la vie poursuit sans trêve son cours. Mais dans mon inquiétude, Ushino Metakini, n'est-ce pas, le fait de regarder en arrière, sur le sort peut-être contraire à mon aspiration qui m'attend dans l'âge à venir, Nochinoyo, n'est-ce pas? Nochinoyo, vous voyez, vous avez Ushiro Metaki et puis Nochinoyo, donc le passé d'un côté et l'avenir, le monde d'après, c'est-à-dire la prochaine réincarnation. Il y a une seule chose qui me réconforte, et vous voyez, ça commence à la 3e ligne, Tenki Sannen. Dans un rêve que je fis le 13e jour du 10e mois de la 3e année de Tenki, c'est précis, 1055, le Bouddha Amida, c'est Amida Butsu, n'est-ce pas? Le Bouddha Amida se tenait dans le jardin, à l'extrémité de la maison où je me trouvais. Je ne le voyais pas distinctement, Sadakani. Il semblait séparé de moi par une couche de brouillard. Je parvins malgré tout à le voir pendant un instant où il apparut plus distinct, comme si le brouillard s'écartait un peu. Sur un trône de lotus, alors vous voyez, c'est une vision en règle, sur un trône de lotus à 3 ou 4 pieds au-dessus du sol, sa taille était de 6 pieds environ. Étincelant d'une couleur dorée, il étendait une main tandis que de l'autre il formait un sceau, une mudra, n'est-ce pas? Les autres personnes qui étaient là, c'est-à-dire ces suivantes, ne le voyaient pas. Il n'était visible qu'à moi seul, et j'étais naturellement si terrifié que je ne pouvais le contempler en me rapprochant du store. Le Ogamu, n'est-ce pas? Donc elle se rapproche du... oui, alors excusez-moi, comme c'est un peu long, je vais vous les séparer en deux. Sasugani, Imijiku ke osoroshi kereba, n'est-ce pas? Sasugani Midonishito. Alors, elle ne pouvait le regarder plutôt que le voir, là. En me rapprochant du store, le Bouddha me dit alors: eh bien, je vais à présent repartir, mais je viendrai plus tard te chercher. Mukae nikom. Sa voix ne se fit entendre qu'à mon oreille. Les autres n'entendaient rien. Cette constatation me réveilla. Uchi odoroki tareba. Nous étions le 14. Ce rêve est pour moi d'un grand réconfort pour ma vie future. Alors vous voyez ce qui est derrière cette vision, n'est-ce pas? Il s'agit bien sûr d'un journal poétique,
Et nous n'aurons pas le temps de voir les nombreux poèmes qui ponctuent cet épisode. Mais ici, le terme ne figure pas, mais ce qu'on appelle un raigo, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'amida. Mukae nikom, le mukae c'est mukau, c'est la lecture de go, c'est-à-dire mukae nikuru. C'est le Bouddha Amida qui vient à la rencontre du mourant, et la plupart du temps, il est entouré, je vous l'ai déjà dit, n'est-ce pas, d'une nuée de bodhisattvas et de musiciens, et je vous lirai peut-être un jour la savoureuse parodie que fait Ihara Saikaku de cette vision, comme le dit cette dame, n'est-ce pas, on ne peut plus réconfortante, Tanomi, n'est-ce pas, le dernier mot, n'est-ce pas, Tanomi Toshikeru, Nochi no Tanomi Toshikeru, un réconfort pour ma vie future dans les deux sens, c'est-à-dire la fin de cette vie-là et la fin qu'il aura après. Mais comment vient-il, ce Bouddha? Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il vient sur une nuée qui est décrite comme violette, Murasaki. Murasaki no Kumo, la nuée violette, la nuée pourpre, c'est dans la poésie bouddhique, dans la poésie bouddhique japonaise, le synonyme de la fin de la vie, le moment où Amida vient vous chercher avec sa compagnie sur ces nuées violettes. Donc vous voyez qu'il y a derrière aussi, le terme de Murasaki est encore là. Je ne dis pas que, bien sûr, je ne fais pas de rapprochement indu, mais cette pensée est constante. Et vous voyez que le journal de Sarashina Nikki a été écrit pour cela. Nous voyons à travers ces brefs extraits que ces notes journalières ne sont pas sans une intention profonde. Elles relatent un itinéraire précis, une lutte avec le futile pernicieux représenté par le roman par excellence, le Genji. On s'attendrait d'ailleurs ici à trouver le terme central de Kyogen Kigo, sur lequel je reviendrai, j'espère, la prochaine fois, sur lequel je suis bien souvent revenu, les propos fous et les paroles spécieuses, dont nous avons souvent parlé au cours de ces années, et dont nous avons dit qu'il était au cœur des préoccupations des poètes de Heian, dans le milieu même de la cour. Il n'apparaît pas dans ce journal, mais l'on voit que le roman sert en fin de compte de repoussoir ou de tremplin pour se tourner finalement vers ce qui compte, l'espoir d'une bonne renaissance dans la vie future. Pour ceux qui ne sont pas attentifs, rappelons que l'an 1055, qui est la date de ce rêve, c'est 3 ans après la date admise d'entrée dans la période de la fin de la loi, le Mappo no Jidai, Suenoyo, n'est-ce pas? Ce qui explique l'angoisse encore plus grande des fidèles, puisque les enseignements du bouddhisme ne perdent plus. C'est-à-dire tous les monomodés, les okonai, toutes les pratiques et tout cela ne servent plus à rien dans cette période de la fin de la loi. Et le fait qu'elle ne s'y livre pas, cette dame de Sarashina, n'est pas non plus sans raison religieuse. Il n'y a plus que la foi en le Bouddha Amida qui compte, et son action miséricordieuse. Donc on peut comprendre que le rêve ou la vision personnalisée, dirait-on, qu'elle reçoit du Bouddha sera pour elle un réconfort majeur dans les ultimes années de sa vie. Nous voyons donc que ce journal de Sarashina, où le Genji Monogatari joue un rôle central, et tout à l'heure il y avait le terme de yaku, n'est-ce pas, qui apparaissait. Vous voyez, yakunite à la deuxième ligne, qui veut dire aussi yaku, le rôle à jouer. Donc, dans ce journal où le Genji joue un rôle central dès la première page, elle en parle tout au début et ça va jusqu'à la fin, comme vous le voyez, comme symbole, pour ainsi dire, de toutes les passions qui peuvent retenir une jeune fille hors de la voie bouddhique, ne fait pas de ce roman un objet anodin. Il s'agit véritablement d'un obstacle dans le progrès spirituel. Shoge, dirait-on en japonais. Voilà qui doit nous donner à penser. Revenons à présent, après avoir eu un aperçu du sentiment complexe que suscite le roman chez une jeune fille, sentiment bien différent de ceux que le même ouvrage a inspiré à l'empereur Ichijo ou à Kumazawa Banzan. Revenons maintenant à l'autoresse elle-même, si j'ose dire. Nous avons vu qu'elle ne répugne pas à mentionner son ouvrage et son succès dans ses notes journalières. Et nous avons lu au cours précédent sa digression, à la fois modeste et quelque peu triomphante, sur l'origine de son érudition sinologique. Digression où elle ne manque pas d'égratigner la très désagréable Saemon no Naishi, n'est-ce pas, la persifleuse, ou la persifleresse. Nous l'avons déjà dit, le Murasaki Shikibu Nikki n'est pas très bien agencé. Il semble encore plus fragmentaire dans sa composition que le Sarashina Nikki.
qui a été remanié par T15. Il semble même y avoir des morceaux provenant d'autres sources, des lettres de l'auteur, par exemple. Nous n'aurons pas l'occasion d'y revenir, mais il semble qu'on ait mis des lettres personnelles dans la compilation. Mais il est malgré tout très intriguant de trouver, juste après le passage sur les réductions cachées de Murasaki Shikibu, quelques lignes dont la teneur est radicalement différente et qui nous livrent un éclairage surprenant et pas assez souligné à mon sens sur les intentions de cet écrivain singulier. Il nous faudra en particulier nous interroger sur l'emploi d'un mot très étonnant dans le vocabulaire des dames de la cour, un mot qui relève du vocabulaire religieux et qui en dit long sur ce qui préoccupait vraiment cet auteur, alors au sommet, très probablement, de sa notoriété, dans le petit monde littéraire et courtois de la capitale. Voyons ce passage. Alors maintenant, nous changeons de texte, n'est-ce pas? C'est Murasaki Shikibu, donc l'auteur du Genji, qui parle. Il y avait avant cela une petite phrase que les commentateurs mettent souvent dans... Alors, les éditeurs mettent souvent dans la phrase précédente, mais je me demande quand même s'il ne devrait pas venir ici. Enfin, ce n'est pas très important, mais en tout cas, il dit en ce bas monde, toutes ces occupations sont aussi foisonnantes que déprimantes. Et on voit que ça fait quand même un lien avec ce passage. Quoi qu'il en soit, je ne me restreindrai pas dans mes paroles. Kotoimi shihaberaji, c'est-à-dire qu'elle ne respectera plus de tabou, quel qu'il soit. Là, tout à l'heure, elle avait dit qu'elle était... avant cela, elle avait dit qu'elle faisait plus ou moins des cours particuliers, secrets à l'empereur, à l'impératrice, puis à l'empereur, à d'autres personnes de la cour, sur des textes chinois. Mais maintenant, elle dit, voilà, je ne me restreindrai plus, on pourrait dire, dans mes paroles. Quoi que les gens puissent en dire... Et voilà, ici le lien avec le Sadashina Nikti. Quoi que les gens puissent en dire, je pratiquerai sans relâche la récitation des Écritures, c'est le terme qui est Kyo Naraita. Bon, je ne reviens pas sur ça, nous emmènerait un peu loin. Mais Aminabutsuni, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour le Bouddha Amida, ou en présence du Bouddha Amida, ou les récitations des lectures au Bouddha Amida. Par dégoût de ce monde, alors tout le vocabulaire de l'époque, n'est-ce pas, Yono Itawashiki Koto, etc., par dégoût de ce monde, je n'y attacherai plus la moindre pensée. Aussi ne flancherai-je point, et ça c'est ce terme tout à fait singulier, pour devenir ermite. Hijiri ni naramni. Je vais revenir pour la plus grande partie de ce cours là-dessus. Pour devenir hijiri. Je traduis par ermite, mais c'est bien plus vaste que cela. Quand bien même je rejetterai d'un seul tenant le monde, il se peut bien que je manque assez d'ardeur pour ne pouvoir monter sur la nuée. Kumo ni noranu hodo no tai, bon, etc. Le reste n'est pas important. Kumo ni noranu, monter sur le nuage, la nuée. J'ai un peu, je ne dirais pas triché, mais j'ai un peu tourner le sens en traduisant Kumo par nuée. Nous allons voir que le sens est très vaste, mais avec Amida qui vient juste avant, je pense que c'est Kumo ici. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Mais ça va aussi plus loin, et cela est à relier à Hijiri. Donc, il se peut bien que je manque assez d'ardeur pour ne pouvoir monter sur la nuée. Elle n'a pas confiance en ses forces. C'est ce dont on a besoin, n'est-ce pas? Tanomi, Tayori, etc., n'est-ce pas? Tout à l'heure, la dame de Sarashina disait, voilà, Tanomi ni Natte, n'est-ce pas? C'est Nadishi, c'est ce dont elle manque ici. C'est cela qui me fait hésiter. Je suis cependant à l'âge convenable pour partir. Elle est déjà en pleine maturité à l'époque. Alors que l'âge surviendra avec ses infirmités, que la vue défaillante empêchera en plus de réciter les Écritures, que l'esprit se fera de plus en plus fragile, au risque de passer pour imiter les gens de réflexion profonde. Ici, c'est Kokoro Fukaki Shitomane no Yoni a Habere Damo, n'est-ce pas? On peut revenir là-dessus, mais ça peut être de réflexion profonde ou de piété profonde. Là, je pense que c'est plutôt la réflexion en général qui est... À présent, il n'y a plus que cela qui me tienne à cœur. Le fait est qu'il n'est pas dit qu'une personne aussi pécheresse que moi, sous-entendu, puisse jamais parvenir à cette fin. Au nombre des choses que je peux avoir... Alors,
dernière phrase, au nombre des choses que je peux savoir de mon existence antérieure, mae no yo, saki no yo, n'est-ce pas, saki no yo, il y a lieu de m'attrister sur tout ce qui m'arrivera. Phrase très bizarre. Que connaît-elle de ses existences antérieures? Que veut dire hijiri ici? Il y aurait beaucoup à dire sur ces lignes. Contentons-nous d'abord de préciser que le nuage en question sont les nuées violettes, les nuages empourprés qui annoncent la venue du Bouddha Amida au chevet du Mouron. Ce Murasaki no Kumo doit évidemment résonner en tout lecteur du Genji. Là, n'est-ce pas, cette fois, c'est Murasaki Shikibu elle-même qui en parle, n'est-ce pas? Difficile, bien sûr, de dire si Murasaki Shikibu en était consciente en écrivant ces mots. Mais on peut s'interroger avec beaucoup plus de perplexité sur la dernière phrase. Saki no yo shiraru koto no mi o habedeba. Elle connaît beaucoup de choses, je viens de dire, sur sa vie antérieure. Est-ce une erreur de traduction de ma part? Et en ce cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, de quitter tout de suite la salle. Ou bien peut-on envisager une façon rationnelle pour l'époque de justifier une telle phrase? Il y a tout d'abord la locution précédente de peu, kokoro fukakishito, qui peut s'entendre soit au sens religieux, je l'ai dit, profondément pieux, soit intellectuel, de pensée profonde. En ce cas, on peut comprendre que c'est la réflexion sur son état présent, c'est-à-dire une réflexion parfaitement intellectuelle. C'est un peu le genre « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu » en quelque sorte. C'est la réflexion sur son état présent qui a fait prendre conscience à Dame Murasaki de ses fautes antérieures, en examinant les conséquences sur son existence actuelle. Mais l'époque a d'autres moyens. Et je voudrais rapprocher encore une fois ce journal de celui de Sarashina en vous proposant ce passage suggestif dont je ne vous donnerai qu'une partie, en attirant de plus votre attention sur un terme commun aux deux textes. Encore une fois, une toute petite incursion. Décidément, on a du mal à le lâcher. Dans Sarashina Nikki, Hijiri nado sura saki no yo no koto yume ni miro wa ito katakan naru, enfin katakaru naru, donc katakan naru o, etc. Alors que même pour un ermite, un moine ermite thaumaturge, Hijiri, n'est-ce pas, il est fort difficile d'avoir en rêve une vision de ses existences antérieures. Dire que superficiel comme je suis, Ato Hakanashi, et d'une disposition d'esprit si peu clairvoyante, moi, voici ce que j'ai vu en rêve. Et notre diariste, qui a 32 ans à l'époque, nous raconte que lui apparaît au Kiyomizu-dera un haut dignitaire ecclésiastique, lui révélant qu'elle fut auparavant moine et sculpteur de ce temple. Se vérifie encore une fois en passant une règle générale sur la nature de ces révélations. Il est rarement annoncé que l'on a été nettoyeur de latrines à Brie-Contre-Robert, par exemple. Mais il est vrai qu'il n'y aurait aucune raison que les puissances supérieures se déplacent pour de tels messages insignifiants. Ça me rappelle, je ne citerai pas l'auteur, c'est quelqu'un de bien oublié, qui a beaucoup écrit dans les années 60 sur le zen et le Japon, et qui était marié avec une japonaise, semble-t-il, et en compagnie de sa femme, il se rendait à un matsuri, à une fête japonaise à Kyoto. Et il y avait une voyante là qui donc examine sa femme et lui annonce quelle est la réincarnation de Murasaki Shikibu. Vous voyez, c'était une chance extraordinaire qu'il soit tombé sur une telle personne. Et bon, là nous sommes dans la dame de Sarashina avait été bushi, c'est-à-dire maître sculpteur, et koso, n'est-ce pas, autrefois. Toujours est-il que cet exemple presque contemporain de Murasaki Shikibu nous montre qu'il n'y a rien d'étonnant au fait que l'on possède sur ses existences antérieures des informations plus précises que de simples conjectures a posteriori. Donc le homoi, le kokoro fukaki, n'est-ce pas, ça sera aussi des visions religieuses, ces visions oniriques dont nous avons vu qu'elles sont un moyen constant de communication entre les deux dimensions, la phénoménale et la réelle. Vous vous souvenez de l'exemple de Jien, par exemple, etc. Des plus humbles aux plus nobles sont considérés comme source de connaissances. Ainsi peut s'expliquer la révélation, la remarque de Murasaki Shikibu. Elle aurait pu avoir les mêmes moyens que sa cadette de prendre connaissance de ses méfaits antérieurs. Mais concentrons-nous à nouveau sur un mot de l'extrait de Murasaki qui a sans doute aussi attiré votre attention, et je l'ai attiré d'ailleurs, que nous retrouvons aussi à l'instant dans le Sarashina, n'est-ce pas, le premier terme de l'extrait que je vous donne. Il s'agit du... Et d'ailleurs, le contexte des deux citations nous montre le caractère singulier de la
première citation de celle de Murasaki Shikibu. Il s'agit donc du mot hijiri. C'est un terme qui a été extraordinairement commenté il y a encore, on revient constamment dessus. Vous vous souvenez que dans le Senjusho, nous avons, c'est pratiquement les hijiri, c'est-à-dire dans cette vie romancée, enfin de ce pseudo-mémoire de Saigyo, du grand poète Saigyo, qui est mort à la fin du XIIe siècle, alors que le Senjusho a été écrit beaucoup plus tardivement, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, n'est-ce pas? Les hijiri sont partout, et on voit bien que ce sont des personnages tout à fait singuliers. Il serait impossible de le traduire tel quel en chinois dans le sens qui est utilisé dans le Japon. J'attire votre attention sur l'étymologie, qui est bien sûr disputée comme toutes les étymologies japonaises, mais qui est quand même assez claire du point de vue morphologique. Il y a hi et shiru, n'est-ce pas? Alors, c'est-à-dire, on peut dire soit celui qui a connaissance, donc qui a maîtrise du feu, et alors ça nous emmène très très loin dans le passé, n'est-ce pas? Les spécialistes de l'entretien d'un feu, ou bien qui puissent maîtriser le feu en marchant dessus dans des pratiques qu'on pourrait qualifier maintenant de chamaniques, ou bien celui qui a la maîtrise des jours, hijiri, n'est-ce pas? C'est-à-dire donc qui a des connaissances calendériques ou astronomiques, etc., suffisantes pour indiquer aux gens quels sont les jours rituels de l'année, quelque chose de très important. Et je me permets de rapprocher cette étymologie qui n'est pas déconsidérée, mais qui n'est pas la première, d'une communication récente que j'ai entendue de mon collègue Alain Todt sur les découvertes archéologiques faites en Chine à l'époque de l'époque ancienne, n'est-ce pas, disons du 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Et là, on en découvre toute une littérature qui était pratiquement inconnue de la littérature chinoise traditionnelle, qui est justement des textes techniques pour déterminer les jours de l'année. Alors, il se peut que l'on ait ici, dans le mot hijiri, un très ancien rapport avec le continent et l'importance de la détermination des jours non seulement pour les rituels religieux, enfin, mais c'est presque la même chose, vous me direz, mais les rituels royaux, n'est-ce pas, ou impériaux. Donc, c'est un texte très difficile, un terme très difficile à rendre. Mais à l'époque de Heian, nous allons voir qu'il joue un rôle majeur dans les représentations religieuses des gens. Nous voyons bien que la fille de Takasue l'emploie dans un sens assez précis. Hijiri nado sura, n'est-ce pas? Même pour un hijiri. Il s'agit pour elle d'un personnage doué de pouvoirs extraordinaires, en particulier ici de connaître les vies antérieures des gens. Rien de spécialement remarquable dans le bouddhisme, me dira-t-on. Tout le monde sait que, sans parler des Bouddhas, les bodhisattvas et les arhats développent au cours de leur pratique les super-pouvoirs, ce que je traduis par super-pouvoirs dans cette période où les pouvoirs des super-heroes sont à l'affiche de tous les cinémas. Donc, c'est les super-pouvoirs qu'on appelle abhichnya jinzu en japonais, n'est-ce pas, littéralement les communications surnaturelles, c'est-à-dire qui permettent d'avoir une connaissance. Ici, le mot tsu correspond à jnya, qui veut dire la connaissance, c'est-à-dire pénétrer un sujet. Alors, je vous donne la liste, n'est-ce pas? Enfin, c'est se déplacer, le pouvoir de se déplacer de n'importe où, le pouvoir de voir tout ce que les gens ne voient pas, d'entendre tout ce que les gens n'entendent pas. Le quatrième pouvoir, qui est très important pour nous, c'est de connaître les vies antérieures, présentes et postérieures des gens. Shukumyozu, n'est-ce pas? Et c'est celui qu'on a ici. Tashinzu, de connaître les pensées des autres. Et le dernier, qui est plus spécifiquement bouddhique, Dojinzu, c'est-à-dire, mais ce n'est pas sans intérêt aussi, de connaître l'état de diminution, d'épuisement des passions, c'est-à-dire savoir distinguer, discerner exactement où chacun en est dans sa progression ou sa déchéance spirituelle, qui est plus propre vraiment au Bouddha et Bodhisattva.
alors que les 5 premiers, sont partagés par des gens qui ne sont pas forcément de cette catégorie. On voit bien que l'emploi qu'elle en fait est décalé. Bien que la révélation porte sur un contexte bouddhique, puisqu'elle apprend qu'elle était dans une vie antérieure moine éminent, ce genre de connaissance, lorsqu'il est attesté dans le milieu social où elle vit, est attribué à un hijiri, un ascète errant et thaumaturge, ermite presque asocial, de ceux dont nous avons vu une impressionnante galerie de portraits dans le Senjusho il y a quelques années de cela. On se souvient peut-être du premier épisode que nous avions vu à l'époque, et quand même, ça me semble important de le rappeler. Le moine qui se rend en pèlerinage au sanctuaire d'Issé, d'ailleurs c'est un moine Tendai, vous vous souvenez peut-être, donc il est d'une école vraiment bien instituée, bien implantée, il se rend au sanctuaire Shinto d'Issé. Ce n'est pas le bouddhisme, c'est même la concurrence en quelque sorte, mais vous savez bien qu'à l'époque les interpénétrations sont très nombreuses. Et la divinité lui fait une injonction qui montre bien la différence entre un moine régulier, so, n'est-ce pas, ryoso, etc., et un hijiri. La divinité lui enjoint de renoncer à son corps, miostsu, vous vous souvenez, n'est-ce pas, miosuteyo, dit. Et lui la comprend immédiatement, il se dépouille de tous ses vêtements et quitte le sanctuaire complètement nu. Il se dépouille donc même de sa condition monastique. Ne nous étendons pas davantage sur cette notion, il faudrait y consacrer l'année. Mais interrogeons-nous plutôt sur la très curieuse aspiration de Murasaki Shikibu dans ce contexte, devenir un hijiri, hijiri nanan, un ou une hijiri d'ailleurs. Le fait est que je ne vois guère d'usage féminin de ce terme, sauf dans un contexte que nous verrons à la toute dernière ligne. Nous pourrions à la rigueur suivre l'avis de certains exégètes du terme qui y voient une transposition en japonais du terme chinois de xianzhen, n'est-ce pas, sennin, et donc de la sennyo, xianyu, c'est-à-dire la pratiquante taoïste qui est arrivée à l'obtention des pouvoirs magiques taoïstes et qui, bien sûr, vogue sur les nuages comme tous les immortels taoïstes. Mais le contexte parfaitement bouddhique du passage ne s'y prête guère, sinon pas du tout. C'est bien de pratiques bouddhiques qu'il est question. Nous pourrions encore une fois contraster les deux journaux. Je ne m'étais promis de ne pas trop le faire, mais vous voyez qu'on ne peut pas. Et regardez ce que fait la fille de Takasue, qui nous confie elle aussi ses aspirations au salut bouddhique. Ce sont deux passages très proches, vous voyez, c'est pour ça que je vous les ai mis en parallèle. Les deux veulent s'en remettre au Bouddha Amida. Ils figurent dans les deux textes. Et dans le journal de Salashina, c'est le point final de son journal. Il y a justement un échange poétique à la toute fin du journal de Salashina Nikki, de la fille de Takasue, un échange poétique entre l'auteur et quelqu'un dont elle dit que c'est une nonne, donc une religieuse bouddhique régulière, ama. En tout cas, ce n'est pas un shijiri. Et le poème, il y a un échange, j'espère que je vais vous donner ici. Et le poème qui est en réponse, qui est donné par la nonne en réponse à l'auteur du journal, est la dernière ligne de l'œuvre. Vous voyez, donc c'est. Alors, à l'auteur, qui solitaire dans sa demeure vide désormais, c'est ce texte ici, se plaint de cette solitude et demande à son ami de passer la voir. Trempé, alors je le lis rapidement. Trempé de la rosée sur l'armoise qui chez moi va foisonnant. L'armoise ici considérée comme de la mauvaise herbe. Seul le bruit de mes pleurs à être délaissé. Ça rappelle aussi un poème de Senshi Naishin-no. Nous allons revenir sur elle, mais pas sur le poème. Malheureusement, j'en ai parlé dans le séminaire de la dernière fois. Mais je vous disais que les pleurs chez Senshi Naishin-no pouvaient être assimilés à l'invocation du Bouddha Amida. Et je me demande s'il n'y a pas quand même une trace de ce poème ici. Donc, seul le bruit de mes pleurs, le son de mes pleurs à être délaissé. Et la nonne répond, cette armoise est constante dans la demeure de... Pardon. Amanaru Shitonari.
c'est simplement ce que dit. C'est une nonne. Il s'agit d'une nonne. Il s'agissait d'une nonne. Yonotsune no yado no yomogi o omoi yatsune. Omoi yade. Cette armoise est constante dans la demeure de ce monde. Yado, l'auberge, n'est-ce pas, l'abri, c'est notre monde. Pensez alors au monceau d'herbes du jardin de qui l'aura quitté. Niwa no kusamura. Elle dit, vous plaignez de la mauvaise herbe, vous verriez l'état de mon jardin, moi qui ai complètement délaissé le monde. C'est-à-dire qu'elle ne fait même plus attention au paysage qui l'entoure. Donc elle lui dit elle lui dit en somme que son jardin est bien plus envahi par la mauvaise herbe. Et l'on voit que le mot non est le dernier mot en prose du texte. Je ne peux m'empêcher de signaler encore la triangularité de ces interactions textuelles, en revenant sur l'emploi du verbe somuku dans le sens de tourner le dos au monde que l'on voit dans ce poème. Vous voyez que le quatrième vers, somuki hate taru niwa no kusamura, ce jardin, cette herbe proliférante dans ce jardin que j'ai complètement quitté, hateru. On se souvient de la phrase de Murasaki Shikibu dans son manifeste bouddhique de la dernière fois, je ne pense pas l'avoir remis, que nous avons vu tout à l'heure. Elle disait « Tada hitamichi ni somukite mo kumo ni noranan hodo no ta » etc. Un passage que j'ai traduit par « Quand bien même je rejetterai d'un seul tenant le monde, il se peut bien que je manque assez d'ardeur pour ne pouvoir monter sur la nuée. » On voit que c'est le même verbe « somuku », n'est-ce pas ? Somukitemo kumo ni noranu hodo, qui est utilisé. Et il est remarquable que tout le membre de phrase somukitemo kumo ni noranu hodo, c'est-à-dire ayant renoncé, ayant quitté, ayant tourné le dos au monde, ne pas pouvoir monter sur le nuage. Pardon. Que ce même segment de phrase à peine démarqué, vous voyez là, les deux premiers vers, somukutote kumo niwa noranu, c'est presque le même, vous serez d'accord, n'est-ce pas? C'est presque, eh bien, c'est une citation à peine démarquée donc d'un poème de Issei Monogatari. Le Issei Monogatari, donc, qui est le grand texte en prose et en vers qui précède le Genji Monogatari. Si vous avez étudié un peu de littérature japonaise, on vous a toujours parlé dans le même souffle du Issei Monogatari et du Genji Monogatari. Et qui est adressé par le protagoniste à la poétesse, alors il se peut que ce soit la poétesse Issei, n'est-ce pas? Mais bon. Alors voici ce que dit l'auteur de l'Issei Monogatari, donc, à propos duquel on ne connaît pas grand-chose. En le quittant, même si vous ne pouvez monter sur la nuée, du malheur de ce monde, dites-vous, vous vous départirez. Il est peu probable que le sens de monter sur les nuages soit ici taoïste comme le précédent de certains, en raison de la locution fort bouddhique de Yo no Ikikotozo, qui est encore dedans, vous voyez, toujours ces mêmes mots qui reviennent constamment dans ce milieu de l'époque. Mais il est assurément parfaitement bouddhique chez Murasaki Shikibu. Ce qui mérite d'être souligné cependant, c'est que nous avons ici, dans les notes journalières de l'écrivain, un excellent exemple de ce qui donne à la prose du roman du Genji la distinction qui enchante les lecteurs encore maintenant, ce ton poétique qui résonne jusque dans les parties narratives. Vous voyez, c'est-à-dire qu'elle a inséré un fragment de vers dans un texte qui nous apparaît comme jeté presque au fil du pinceau, n'est-ce pas? C'est en réalité une citation cachée dans la prose et pas dans la poésie. Ce n'est pas un honkadori, n'est-ce pas? C'est-à-dire le poème qui consiste à partir d'un autre poème. Non, ce sont des fragments du poème dans la prose. Donc l'usage constant de ce procédé dans le roman du Genji se retrouve jusque dans les écrits qu'on pourrait qualifier de mineurs de cet écrivain. Et nous voyons que d'une façon ou d'une autre, cela a influencé aussi la fille de Takasue. Remarquons quand même qu'il ne semble pas se trouver dans son journal d'allusion aux nuées pourpres, à part le Murasaki no Yukari chez la fille de Takasue. Mais revenons à ce terme de hijiri. Nous voyons le contraste entre son emploi dans le Sarashina, où l'auteur l'utilise pour désigner un religieux au pouvoir surnaturel, alors qu'elle ne parle que de non ama, pour son avenir probable à elle, le dernier mot du texte, n'est-ce pas? Nous n'avons aucune raison de penser que le sens du mot a évolué à ce point entre nos deux auteurs,
même ça aurait été dévalué, puisqu'elles sont pratiquement contemporaines, je le répète. Il faut donc bien se demander ce qu'elle entend par là. L'ennui, c'est que nous n'avons guère de moyens de le savoir. Le moyen le plus sûr sera de nous référer directement au roman même, et nous verrons prochainement que l'un des chapitres où le terme apparaît le plus fréquemment, le cinquième chapitre encore, nous confortera bien dans notre compréhension du mot comme religieux, thaumaturge et ermite, qui est le sens le plus probable. Comme nous l'a fait remarquer Mme Tianada Sumie lors du séminaire que nous avons fait la dernière fois, et comme nous le voyons par ce jeu de triangulation textuelle, le terme est très riche et peut recouvrir, pour ce qui nous intéresse, au moins 2 traditions religieuses, et peut-être être consciemment utilisé dans cette ambiguïté par Murasaki Shikibu. Parce que vous voyez que ce fragment intervient après une allusion à ses connaissances sinologiques. Car il semble bien que, dans son sens bouddhique, certes, il ne peut s'appliquer qu'à une femme. Les hijiri bouddhiques sont tous des hommes, et seuls les immortels taoïstes ont le même pouvoir. Et l'on pourrait peut-être ajouter ici, très rapidement, que le Wakan Roeishu, n'est-ce pas, sur lequel nous avons passé toute une année il y a quelque temps, nous donne une bonne association entre nuages et immortels sous le pinceau de Minamoto no Shitago, 911-983, qui était fort proche de l'époque de Murasaki Shikibu, et dont je vous donne seulement ce vers en sino-japonais cette fois, n'est-ce pas? Et l'illusion taoïste est évidente, n'est-ce pas? Maître Huainan, le Huainanzi, c'est-à-dire le grand écrivain taoïste des environs du début de l'ère chrétienne en Chine, le Enanji en japonais, qu'on prononce ici Huainan, n'est-ce pas, est parti en quête des immortels. Mais à quoi sert d'avoir une seule journée chevaucher les nuages? Vous voyez bien que ici, Shinsen, les immortels, et Kumo Ninoru sont bien associés. Kinto, le compilateur du Wakan Roeishu, était proche de notre auteur, et ce vers d'un poète célébrissime devait être connu d'elle aussi bien que de lui. Mais encore une fois, nous ne voyons pas ce qu'elle ferait d'autre alors qu'une plaisante allusion à sa culture sinologique, pour l'évocation du passage précédent. Il me semble bien que la solution est ailleurs, peut-être plus profonde et capitale pour notre propos général. Nous voyons bien que tout ce passage démontre une profonde volonté de changer d'état, de passer d'une dame de cour admirée de l'empereur, de l'impératrice, des lettrés courtois, bien qu'en but aux jalousies de ses collègues et consoeurs, à quelque chose d'autre, un état supramondain, mais qui ne soit pas celui d'une nonne régulière, d'un hijiri au pouvoir surnaturel, capable de voir au loin, d'entendre tout, de se déplacer partout, de lire le cœur des hommes, de connaître leur vie passée, présente, future, de connaître l'état de leur passion. Mais va-t-on me dire, cela existe, c'est un écrivain? La réponse serait par trop facile. Et ce n'est pas celle que je tire de tous les arguments que nous avons vus. Cela a encore bel et bien un rapport avec l'écriture, la littérature donc, mais autrement plus subtil. Cette appropriation d'un terme masculin si connoté par une femme, dont elle ne cherche pas à se justifier davantage, aurait-il un rapport avec son activité littéraire? Quel autre exemple avons-nous d'une femme qui se pare des prérogatives d'un homme? Nous nous en souvenons tous, c'est la fille du roi des dragons du 5e livre du Lotus, du chapitre 12, Daivadattahon. Il se peut que j'ai parfois parlé du chapitre 11. Vous aurez peut-être compris la raison. C'est que dans enfin, je n'ai pas entré là-dedans, mais en réalité, le chapitre 12 est un chapitre qui a été détaché du chapitre 11 précédent, qui se trouve dans la traduction antérieure dans la traduction antérieure du sutra du Lotus. Enfin, je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, je rappelle que Manjushri avait décrit en ces termes la fille du roi des dragons, donc que le Bouddha Manjushri avait décrit en ces termes au Bouddha. Son éloquence ne connaît pas d'obstacle. Elle considère les êtres avec tout autant de tendresse que s'il s'agissait de nourrissons. Pleinement munie des mérites, ce qu'elle conçoit en pensée et exprime par sa bouche est subtil et ample, empreint de compassion et de tolérance. Sa volonté est toute de délicatesse. Elle est capable d'arriver à l'éveil. Ce serait un assez juste portrait de notre auteur et de son attitude à l'égard de ses personnages.
pas à l'égard de ses compagnes de la cour, n'est-ce pas, vous l'avez vu. Mais peut-on aller jusque-là, jusqu'à estimer que le terme de Hijili, transsexué pour ainsi dire, serait un reflet de la métamorphose magique de la fille du roi des dragons, qui, une fois devenue éveillée, prêche la loi aux êtres de tout l'univers, qui l'écoutèrent et la comprirent, c'est la deuxième citation, accédèrent à des états sans régression et obtinrent l'annonciation de l'éveil. Les pouvoirs miraculeux du Hijili seraient ici concentrés dans l'éloquence merveilleuse. J'espère démontrer davantage au long de ces cours qu'il y a tout lieu de lire effectivement le roman du Genji comme un texte religieux bouddhique, mais d'un genre particulier, voire unique. Mais relevons d'abord ici encore un élément qui vient renforcer le lien décidément très conscient et manifeste avec cet épisode du Genji. Nous l'avons dit, nous avons encore la chance d'avoir un recueil des poèmes de Murasaki Shikibu, qui s'appelle tout bêtement le Murasaki Shikibu Shu, qui ne comprend que 126 poèmes japonais waka. Il n'y en a que fort peu qui soient plus ou moins explicitement bouddhiques. Il y en a, surtout si l'on met dans la catégorie de bouddhisme tout ce qui relève de l'inconstance du monde, n'est-ce pas, du mujo, n'est-ce pas, de Tsunenaki Koto, etc. Alors là, il y en a beaucoup. Mais il n'y en a sans doute qu'un seul que l'on puisse sans hésitation appeler poème à thème bouddhique, c'est-à-dire un Shakkyoka. J'ai souvent parlé du terme. Il s'agit du poème 65, qui célèbre, selon la notice, une cérémonie bouddhique qui se tint le 5 du 5e mois. Nous ignorons de quelle année. Dans le palais dit Tsuchimikado Dono, c'est-à-dire la résidence de Fujiwara no Michinaga, vous savez, qui est le personnage central le plus important de l'époque, qui est l'oncle maternel de l'empereur Ichijo, puisque c'est le père de l'impératrice. Or, cette cérémonie n'était autre que ce que l'on pourrait appeler, puisque j'ai parlé de l'octave du lotus, on pourrait parler ici d'une trigésime, n'est-ce pas, c'est-à-dire d'un cycle de 30 conférences ko, n'est-ce pas, c'est-à-dire, je vous ai déjà décrit ces cérémonies très complexes, sur le sutra donc 30 conférences sur le sutra du lotus, et en plus les 2 sutras d'ouverture et de conclusion qui précèdent et suivent le sutra du lotus. Ça fait donc 28 chapitres pour le sutra du lotus, plus les 2 sutras en plus, ça fait 30. Cérémonie qui est l'une des occasions privilégiées de composer des séries de 28 ou 30 poèmes lotusiens. Il est pour nous tout à fait significatif que ce soit à l'occasion de cette cérémonie que notre écrivain fasse le seul poème bouddhique conservé dans ce recueil. Et de plus, on permettra d'attirer l'attention sur le fait que le moment choisi de cette trigésime, il y en a 30, n'est-ce pas, ça se passe pour cet unique poème, est la conférence consacrée au 5e livre du sutra, encore une fois, n'est-ce pas, Itsutsunomaki, le Gokan, c'est-à-dire qui commence justement par le Daivadatta Hon. Le Daivadatta Hon, comme je vous le disais, est séparé de, enfin je reviendrai là-dessus dans un instant, et centré vraiment sur cet épisode. Voyons le poème. Bon, alors, quel est sublime, je vous le lis d'abord, quel est sublime aujourd'hui au 5e jour du 6e mois, l'auguste loi que j'ai rencontrée du 5e livre. On va certainement penser, non sans raison, que l'on pouvait attendre mieux de l'auteur du Genji Monogatari. Mais ce caractère bien pédestre du poème ne l'implante que mieux dans la catégorie des Shakkyoka, des poèmes à thème bouddhique, qui visent avant tout, au début au moins, et nous avons esquissé l'évolution de ce genre au tout début de nos années de cours, donc qui visent avant tout à souligner l'enseignement des sutras, à les expliquer, et pas à faire de l'art pour l'art. En tout cas, il est pour nous significatif que Murasaki Shikibu fasse ici allusion à l'enseignement du chapitre 12, puisque le thème central en est vraiment l'éveil de la petite fille du roi des dragons. C'est-à-dire que l'enseignement Minori, voyez, auquel on renvoie ce poème, normalement, c'est le lotus qui est désigné par le mot Minori. Et d'ailleurs, nous avons le titre du lotus encrypté dans le poème. Vous voyez que le premier mot, Taenadu, c'est Taenadi, c'est Myo, c'est-à-dire le Myo de Myoho Rengekyo, et le dernier mot, c'est Ho. Donc le dernier substantif, c'est Ho en caractère, c'est-à-dire Nori. Donc vous avez Myoho, n'est-ce pas,
c'est-à-dire les deux premiers titres, les deux premiers caractères du titre complet du Sutra du Lotus. Bon, il n'y a pas de... Mais en même temps, Minori veut dire aussi l'enseignement, comme le souligne mon ami Edward Kamens, c'est-à-dire la loi, le dharma en général, et l'enseignement à tel ou tel moment. Et ici, c'est le Itsutsu no Maki no Minori, c'est-à-dire l'enseignement du cinquième livre, c'est-à-dire l'éveil de la fille du roi des dragons, la femme qui se transforme en Bouddha. Je ne peux m'empêcher, et on va comprendre pourquoi, de renvoyer ici à l'exacte contemporaine de Murasaki Shikibu, son alter ego, pour ainsi dire, la Vestale et princesse impériale Senshi Naishinno, que vous connaissez bien, dont j'ai souvent parlé, donc qu'on appelle aussi la Sai-in, n'est-ce pas, la Vestale, c'est-à-dire la desservante du grand sanctuaire du Kamojinja au nord de Kyoto, dont le recueil poétique intitulé le Hoshin Wakashu, il est ici, n'est-ce pas, daté de 1012, 1012, c'est-à-dire qu'on est à 4 ans du millénaire, si j'ose dire, l'attestation formelle du fait que le Genji Monogatari était au moins en partie écrit date de 1008. Alors, c'est 1012, donc on est vraiment dans le même contexte intellectuel et religieux et littéraire que le Genji. Donc, cette Vestale, admirablement traduite et commentée par mon collègue et ami Edward Kamens, dont je vous donne ici les références, constitue, je le rappelle, le premier recueil de poèmes japonais à thème bouddhique. Il se trouve que le thème de la réalisation par la femme de l'état de Bouddha est repris à plusieurs reprises dans ce recueil, 4 fois au moins. Le premier, le poème 16, ne fait pas partie de la série de 28 sur le lotus, mais nous allons voir pourquoi nous ne pouvons le laisser de côté. Sur la citation de ce sutra qui s'appelle le Tennyojo Butsukyo, un sutra très probablement apocryphe, c'est-à-dire fait en Chine, qui est donc transformer, sous-entendu, le corps de femme pour devenir Bouddha. Le sutra de la transformation du corps de femme en Bouddha. Qui fait partie d'un texte, donc elle détruit, elle efface tous les péchés antérieurs, tous les actes provenant des péchés antérieurs pour devenir un grand bodhisattva, et elle transformera son corps de femme pour atteindre à l'éveil sans supérieur. Et à partir de ce texte, qui renforce en réalité le message du Sutra du Lotus, voici ce que dit Senshi Naishinno, n'est-ce pas ? Puisque j'ai rencontré cette loi qui tout exprès pour moi fut prêchée, quelle joie d'entendre que mon corps se transformera. Mimo kaetsu beshi. On voit ici que le terme de loi s'entend comme dans le poème de Murasaki Shikibu au sens plus restreint d'enseignement. Ici, portant sur la possibilité exposée dans le sutra en question, que bon, je ne vous donne pas le contexte parce que ça serait trop long, mais donc l'enseignement ici portant sur la possibilité que l'enfant de sexe féminin qui est encore dans le sein de sa mère, qui écoute la prédication du Bouddha, et l'enfant dans le sein de sa mère joint les paumes en vénération au Bouddha, n'est-ce pas ? Donc cet enfant deviendra un jour bodhisattva. Et l'allocution Norin Yau que l'on a ici est la même dans les deux poèmes. Je vous le rappelle, vous avez ici Aeru Minori, ici, et là nous avons Norin Yau. Et désigne pareillement, donc l'allocution désigne la réalisation de l'état de Bouddha par les femmes. Si l'on garde à l'esprit la proximité des dates des recueils du Senshi et la rédaction du Genji, nous comprenons l'importance que cette idée avait parmi les dames de l'époque, les dames de cour de l'époque. Ainsi que vient l'étayer le Sarashina Nikki. N'est-ce pas, vous avez vu, elle va devenir grand moine aussi, grand religieux. Si nous en venons à présent au poème lotusien de Senshi, donc les poèmes sur le lotus, et donc à celui sur le Daibadatabon, que je vous donne ici, nous allons retrouver la confiance que la princesse Vestale met en sa destinée future. C'est, vous voyez, sur la citation du Sutra du Lotus. Donc, il voit au loin, ce sont les assistants de la scène, n'est-ce pas ? Il voit au loin la fille du dragon devenir Bouddha, et
prêcher universellement pour les êtres humains et divins la loi bouddhique que tous reçoivent avec joie. Et voici ce qu'elle dit. Puisqu'existe ainsi la preuve que l'obstacle ne fait pas obstacle, de nuages qui nous séparent, il n'y aura, j'en suis sûr, point. Les obstacles énumérés par Shariputra sont définitivement... Oui, dans le poème du Lotus, vous savez que Shariputra dit « Mais c'est impossible qu'une femme devienne Bouddha. Il y a 5 obstacles majeurs qui s'y opposent. » Et voilà, les obstacles majeurs, c'est Sawadi en japonais, Sho en chinois, Sawadi en japonais. Et ici, nous avons le Sawadi Nimo Sawaranu Tameshi, n'est-ce pas? En preuve, Tameshi, c'est la preuve. La preuve, c'est la transformation de la jeune dragonne en Bouddha. Et donc le sawadi, les sawadin mo sawadano, les obstacles ne font pas obstacle. Donc rien ne s'oppose à ce qu'une femme devienne Bouddha. Et j'ajoute encore ici 2 poèmes importants, très importants même. Les poèmes 47 et 48 de cette série, que Edward Cairns signale aussi comme exprimant la même idée. Ce n'est pas ici par désir de redondance, d'autant plus que nous sommes encore une fois en retard, mais c'est parce que le dernier poème, tout spécialement, si l'on admet encore que le contexte littéraire et social de l'époque peut réellement nous apporter des éléments importants pour comprendre la structure et la fonction du Genji, eh bien, doit nous attirer notre attention. Voyons tout d'abord le poème 47 fait sur le chapitre 23 qui est voici la conduite originelle, la conduite originelle de l'être d'éveil, roi des remèdes, Yakuo. Il y a d'ailleurs un poème de Murasaki Shikibu, je n'ai pas le temps de revenir, de Murasaki Shikibu à propos de Yakuo, mais il est moins explicite. Je reviendrai peut-être si j'ai le temps. Alors, la citation est la suivante, je dois la donner, n'est-ce pas? S'il s'agit d'une femme qui entend ce chapitre sur la... Donc, vous voyez que c'est pas seulement la fille du roi des dragons. La fille du roi des dragons, c'est l'exemple canonique, si j'ose dire, mais n'importe qui. S'il s'agit d'une femme qui entende ce chapitre sur la conduite originelle de l'être d'éveil, roi des remèdes, et qu'elle puisse le préserver, une fois venue au terme de son corps de femme, elle n'en recevra plus jamais. C'est-à-dire que la femme ne renaîtra plus jamais comme femme, ce qui semble-t-il une libération ici. Et le poème de Sashi, donc le poème de Senshi qui est donné ici, Marera naru nori wo kitsuru. Alors, encore une fois, Ukiyo Kagiri. Uki, c'est comme Ushi, n'est-ce pas? Vous avez Ukiyo, le monde sinistre, etc. Donc, je vous donne la traduction. Puisqu'il est une voix qui m'a permis d'entendre la loi si rare, nous dit la princesse Vestale, de la fin de ma misère, j'ai la certitude. Bon, ce poème n'a rien pour nous retenir, sinon le fait que l'aspiration féminine de l'époque à atteindre l'état de Bouddha, malgré les restrictions faites dans le bouddhisme orthodoxe. Voici ce chapitre sur ce chapitre qui est tout à fait extraordinaire, ce passage qui est tout à fait extraordinaire du chapitre 24 sur l'être d'éveil sont merveilleux, qui nous offre aussi des horizons très évocateurs. Voici, on le comprendra en lisant la citation scripturaire que je vous donne donc en chinois ainsi que les êtres alors bon, c'est le début, ainsi que les êtres même les êtres des endroits difficiles, je modifie un peu, il est capable, ce bodhisattva, de les sauver. Le bodhisattva au son merveilleux, c'est le son merveilleux de sa voix, encore une fois. C'est on, oto, koe, ne. Tout cela est lié à la poésie. Il est capable de les sauver. Et il naît jusqu'aux gynécées royaux, Ogogu, n'est-ce pas? Ou bien Okokyu, n'est-ce pas? Les gynécées royaux, littéralement les palais de derrière des rois. Il naît jusqu'aux gynécées royaux où, et cette fois c'est le contraire, se transformant en corps féminin, il ne prêche ce texte canonique. Et ce sur quoi Senshi compose le poème, Kakubakari, n'est-ce pas? Alors, Itou Ukimi O, Itou Ukimi O, n'est-ce pas? À un tel point ignoble ce corps et misérable, toi seul, Seigneur, pour l'amour de la loi, as pu t'y transformer, c'est-à-dire as pu te transformer en ce corps.
Faut-il insister sur la parfaite coïncidence des situations, tant pour Senshi que pour Murasaki Shikibu? Un bodhisattva va jusqu'à prendre un corps de femme pour pouvoir prêcher la loi dans les gynécées royaux. C'est l'inversion de la situation précédente. Une femme, une femelle même, un dragon femelle que l'on croyait à tout jamais séparé, Heidatsu, de l'état du Bouddha, s'y transforme et monte aux cieux. Mais aussi, ici, un bodhisattva se transforme en femme pour aller dans les gynécées royaux prêcher la loi de Bouddha. Si l'on veut bien se rappeler qu'une rumeur, certes postérieure de 3 siècles, voulait que ce fût à la demande de Senshi, faite à l'impératrice Shoshi, donc celle auprès de laquelle sert Murasaki Shikibu, de lui donner des romans afin de passer le temps dans ce rôle de vestale du sanctuaire de Kamo, où elle n'avait rituellement pas le droit de s'adonner aux pratiques ni aux lectures bouddhiques, elle qui était si dévote de cette religion. Le fait que notre vestale ait choisi cette citation du lotus apparaît comme très riche de sens. On sait qu'elle passa la plus grande partie de sa vie active à demander à être déchargée de ses fonctions rituelles, et que ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'elle obtint cette grâce. Que les deux femmes se connaissaient, nous le savons par le journal de Murasaki Shikibu. Disons plutôt que Murasaki Shikibu la connaissait indirectement. Dans la célèbre galerie de portraits que l'on pourrait appeler les femmes illustres de notre temps, c'est-à-dire celles qui ont leur entrée ou des fonctions à la cour, et que notre romancière Murasaki Shikibu considère toutes comme des rivales, elle nous l'a décrit par ses lettres adressées à d'autres personnes, mais qu'elle a pu lire en secret. On ne sait pas exactement à la suite de quelles indiscrétions. Quelqu'un me dit que c'est peut-être son frère qui les lui avait passé en douce, si j'ose dire. En tout cas, ce n'est pas très élégant, mais elle en fait état dans son journal. Vous voyez. Elle lui consacre une notice mi-figue, mi-raisin, trop longue pour que nous la lisions à présent. Peut-être que nous allons la lire au séminaire de cet après-midi. Mais elle lui reproche surtout d'avoir une très haute idée d'elle-même et un profond mépris pour les autres. C'est en particulier la très haute estime qu'elle a de sa propre poésie. Estime que ces dames de compagnie, les dames de compagnie de Senshi, rivalisent à entretenir, qui semble la piquer. Ici comme ailleurs dans ses portraits, la rivalité littéraire est présente, mais elle paraît aussi lui envier la beauté de sa résidence et la tranquillité créative que lui procure sa sinécure, dont se désole pourtant l'intéressé. Il est vrai qu'il est un peu difficile d'imaginer Murasaki Shikibu déployant tout son génie littéraire pour quelqu'un dont elle pense si peu de bien. Mais si c'était sur l'ordre de l'impératrice qu'elle avait sinon fait, du moins fait lire, et il lui suffit alors que Murasaki Shikibu se contentât de lui laisser lire les cahiers qu'elle écrivait pour elle-même et son milieu, donc à la demande de Senshi Naishinno, donc ça aurait pu passer d'une façon ou d'une autre. Enfin, ici, ce n'est pas la raison. Enfin, ça peut quand même compter dans notre démarche. Toujours est-il que nous voyons ces dames de lettres au moins réunies dans une commune appréciation du symbole que représente pour elles la petite fille dragon du Sutra du Lotus. Le lien qui est fait entre la pratique bouddhique, la prédication de la loi, la possibilité de devenir Bouddha. L'idée du changement de sexe pourrait alors étayer l'aspiration de Dame Murasaki à devenir Hijiri. À moins que par un second effet de miroir, elle se retrouve bodhisattva transformée en femme au gynécée royal et la possession de ses pouvoirs magiques en tant que femme ferait d'elle aussi un Hijiri. Vous voyez, si elle mettait en application la lettre du Sutra du Lotus consciemment avant de mourir, c'est-à-dire avant de renaître, eh bien ça serait un Hijiri. Et nous n'oublierons pas un autre sens essentiel du mot Hijiri, mais je le donne simplement pour montrer que les choses ne sont pas simples, attesté déjà dès la préface en japonais du Kokin Wakashu, donc de Kinotsuda Yoki, en 905, dans cette sentence Kaki no moto no shitomaro nam uta no hijiri narikeru. Kaki no moto no shitomaro est un génie, un hijiri de la poésie, moine magicien ou divin poète. Quel choix aura fait Murasaki Shikibu? Mais a-t-elle vraiment choisi? Il nous faut maintenant entrer dans la structure même de son roman et dans le texte pour trouver la réponse. Je vous remercie en m'excusant d'avoir dépassé un peu le temps et à la semaine prochaine pour la suite de cette enquête.